Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous faire vivre en direct sur France Télévisions le départ de cette toute première édition de la Vendée Arctic Les Sables d'Olonne, cette course qualificative pour le Vendée Globe qui rassemble évidemment, vous allez le voir sur ces images, une grande partie de la flotte des IMOCA, ces grands bateaux de 60 pieds, de quasiment 18 mètres de long. Et évidemment, on le disait aussi, cette course, la Transat Vendée Arctic Les Sabres remplace au pied levé les deux qui étaient prévus au préalable, à savoir The Transat et la New York Les Sables, annulés en raison, vous le savez, du coronavirus. Avant de détailler ce parcours de cette première édition de la Vendée Arctic Les Sables, évidemment que je vais vous présenter celui qui va m'accompagner tout au long de cet après-midi. Alors, est-ce qu'il est utile de le présenter? Yann Eliès, bonjour. Bonjour Anthony. Bon, vous allez me guider dans ce milieu marin tout au long de cet après-midi, nous amener votre expertise, sachant que vous avez fait 2 Vendée Globe, on va le rappeler quand même un petit peu. Vous venez de gagner à la fois la Transat Jacques Vabre 2019, mais la précédente édition également en 2017, deuxième de la Route du Rhum. Première question, pourquoi vous êtes avec nous, même si j'en suis ravi, et non pas sur le départ de cette Vendée Arctic Les Sables? On va dire que sur l'eau, j'ai été bon et qu'à terre, je l'ai été un petit peu moins. Je n'ai pas réussi à boucler ce budget suffisamment tôt pour être avec mes petits copains sur l'eau et disposer d'un beau projet, d'une belle machine. Mais bon, voilà, ça va me permettre de vivre l'événement avec vous et puis avoir un regard un petit peu extérieur sur ce qui se passe tout en étant très impliqué puisque je travaille avec une des équipes à Pivia et que je regarde vraiment précisément ce qui se passe sur ces machines au plus près depuis déjà 2-3 ans. Et à Pivia et Charlie Dalin, évidemment, avec qui vous avez gagné donc cette Transat Jacques Vabre en novembre 2019. On les voit, ces bateaux en direct des Sables d'Olonne. Soyez pas surpris, la météo, on va vous en reparler, elle est très mauvaise, ce qui explique aussi parfois ces sautes d'images. La réception, évidemment, est compliquée, les nuages sont très bas, le plafond est très bas, vous le voyez, les hélicos qui tournent autour du chenal des Sables d'Olonne. Le départ sera donné dans quelques instants, 15h30 très précisément. Et puis on va évidemment aller après voir le dispositif qui est en place du côté de France 3 Pays de la Loire et de France Télévisions, puisque c'est piloté d'ici de France 3 Pays de la Loire. Mais je voulais d'abord un petit peu que l'on voit ensemble le parcours avec Yann, justement pour qu'on vous explique un petit peu cette flotte de 20 bateaux. Elle va partir des Sables d'Olonne, vous voyez, franchir une première bouée, on détaillera tout à l'heure, monter vers l'Islande avec une bouée justement au sud-ouest de l'Islande, redescendre vers les Açores et revenir vers les Sables d'Olonne. 3500 milles, c'est ça à peu près, Yann? Oui, l'idée c'était de simuler une traversée de l'Atlantique. C'est 3500 milles, c'est le nombre de milles qu'il y a pour traverser jusqu'à New York. C'est un parcours original qui va monter jusqu'à 60 degrés nord. La bouée UNESCO qui est dans le sud de l'Islande est plus nord qu'elle n'est le Cap Horn n'est sud. C'est vous dire si les marins vont monter nord. Et puis ensuite redescendre vers les Açores. Alors c'est un parcours qui va être difficile, où on va croiser les phénomènes météo, on va enchaîner les situations, les manœuvres. C'est un parcours exigeant qui va vraiment permettre à tous les marins de tirer des leçons sur leur état de préparation d'ici au départ le 8 novembre. Et on reparlera bien évidemment des enjeux avec Yann sur cette course, puisque tout le monde n'est pas encore qualifié pour le Vendée Globe, on le rappelle. Mais on va vous présenter donc le dispositif France Télévisions. Yann Eliès est à mes côtés en studio, mais nous avons également du côté des Sables d'Olonne Stéphanie Pagrimo, qu'on l'on va retrouver d'ici quelques instants. Elle se situe juste à la sortie du chenal. Il y aura également Gaël Robic qui lui est sur l'eau, sur une des vedettes presse justement qui suit ce départ. Il va nous raconter en détail ce qui se passe dans quelques minutes. Et puis on essaiera d'aller du côté de Port-la-Forêt où énormément évidemment de marins ont leur port d'attache, avec Gwenaël Bron qui nous dira tout ce qui s'est passé depuis hier notamment, et cette sortie de tous les skippers vers les Sables d'Olonne. Mais on va tout de suite aller voir Stéphanie Pagrimo à la sortie du chenal. Stéphanie, d'abord je vois qu'il y a un petit peu de monde derrière vous. On le sait qu'il n'y a pas de village cette année là, pour le départ de cette Transat Vendée Arctic Les Sables, mais elle se situe où cette zone de départ finalement?
Bonjour Anthony, effectivement, un petit peu de monde et comme vous le disiez, nous sommes à la sortie du Chenal des Sables d'Olonne, le passage mythique, un des concurrents du Vendée Globe. Alors cette zone justement du départ de la Vendée Arctique, c'est la même que celle du départ du fameux Tour du Monde. Donc elle est située à quelques 4 km à la sortie du Chenal, 2 km de la plage. Et puis cette zone, du coup, les 20 concurrents vont la quitter pour descendre vers la bouée de dégagement sur un seul bord. 20 minutes pour aller de la zone de départ jusqu'à la bouée de dégagement, après le nord et le large. Mais à ne pas en douter, Yann Eliès, votre consultant, en parlera beaucoup mieux que moi, Anthony, je pense. Merci Stéphanie. Effectivement, Merci. avec Yann, on en reparlera de tout ce parcours, de ces 3500 milles à parcourir pour les 20 bateaux de la flotte. On va retrouver Gaël également sur l'eau. Alors Gaël qui connaît bien ces temps un peu mouvementés pour les départs. Il va nous expliquer, Gaël, s'il nous entend bien, un petit peu comment ça va se passer justement. Est-ce qu'il y a un règlement particulier sur cette première édition de la Vendée Arctique Les Sables, Gaël ? Bonjour messieurs, bienvenue sur le catamaran royal. Nous sommes précisément sur la ligne de départ avec la flotte derrière nous avant le départ d'ici une dizaine de minutes et avec, vous le disiez, un règlement un peu particulier puisque d'habitude, s'il y a un départ volé, un départ anticipé, il n'y aura pas de 360 degrés, pas de tour sur soi-même pour le skipper pénalisé. Mais ce skipper devra effectuer une pénalité de 5 heures. Autant dire que ça devrait calmer les plus audacieux. Oui, on comprend 5 heures. Yann qui évidemment sourit parce que là, c'est tout nouveau dans le règlement. Oui, on sait que de toute façon, sur ce genre d'épreuve, c'est pas le départ qui compte. Mais c'est vrai que par habitude, c'est bien mentalement de montrer qu'on est chaud, bouillant sur le départ. Mais là, 5 heures de pénalité, ça va effectivement calmer les ardeurs de tout le monde. Bon, et on le voit donc à 7 minutes, un petit peu plus de 7 minutes du départ. On va aller du côté de Port-la-Forêt, rejoindre pour la première fois, saluer évidemment Gwenaël Bron qui se trouve du côté de la Bretagne. Gwenaël, on l'a dit, départ un peu exceptionnel puisque, à l'exception des 2 Sablais qui sont eux passés par les Sables d'Olonne pour aller se rendre sur la zone de départ, aucun n'est passé par la Vendée avant de partir. Oui, effectivement, bonjour à vous tous. Alors pour des raisons sanitaires et d'équité, tous les bateaux sont partis de leur port d'attache hier avec interdiction de toucher terre avant le coup d'envoi qui va pas tarder. Et de Port-la-Forêt, c'est 4 IMOCA qui sont partis donc au large en attendant le départ. Mais pour eux, finalement, c'est toute une semaine qui a été inhabituelle parce qu'ils ont été quasiment confinés avec à peine quelques allers et retours sur le bateau. Et puis, ils ont un peu, comme beaucoup de Français, télétravaillé, briefing sécu à distance, briefing météo, interview avec les journalistes à distance. Et puis jusqu'au test Covid hier, qui heureusement sont tous négatifs. Mais finalement, ils nous ont raconté ça hier sur les pontons, ce qui leur a le plus manqué à tous ces marins, c'est le contact avec le public, leur montrer leur bateau, leur passion. Et on pourrait croire que toutes ces sollicitations avant le départ, c'est un peu éprouvant avant qu'ils ne se retrouvent seuls au large. Et bien finalement, ils me disaient que ça leur manquait terriblement. Charlie Dalin me disait que c'était un peu même déstabilisant de ne pas avoir ces signaux comme quoi un grand événement approche, ou d'autres encore comme Samantha Davis hier disait qu'au contraire elle appréciait ce sas de 24 heures en mer. En tout cas, je crois qu'ils ont tous envie de partir et d'en découdre malgré ces conditions. Merci Gwenaël, on vous retrouve bien évidemment ainsi que à Stéphanie et Gaël dans quelques instants pour nous faire vivre le départ donc, de cette première édition de la Transat Vendée Arctique Les Sables. Yann, plutôt du côté de Samantha Davis, parce que c'est vrai que ce type de départ avec cette bulle de décompression vous plairait bien. Ouais, tout à fait. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'âge qui veut ça, mais c'est vrai que le moment du départ, ces semaines et ces heures avant le départ sont, moi, je trouve, assez pesantes. Et le passage de la terre à la mer est d'une violence extrême, je trouve. Et donc du coup, le fait d'avoir un petit sas de décompression, comme ont pu l'avoir les marins cette fois-ci, je trouve que c'est une chance. Après, c'est vrai qu'il faut quand même bien rentrer dans sa course. On n'a pas les signaux habituels effectivement, qui font monter la pression, mais je suis sûr qu'effectivement là, à bientôt 4 minutes des départs, ils ont tous le couteau entre les dents. Alors on va revenir un petit peu sur cette flotte. On va rappeler d'abord que cette Transat Vendée Arctique Les Sables est une transat en solitaire. Alors on l'a dit, sans escale et sans assistance, pas tout à fait. Petite précision de Yann Eliès justement à ce sujet, parce que le Vendée Globe, on le sait, c'est comme ça, mais pas sur cette transat-là. Oui, l'objectif de la Vendée Arctique pour
4 d'entre eux, c'est la qualification. Il faut absolument finir ce parcours Pour pouvoir disputer pour le Vendée pouvoir Globe. disputer le Vendée Globe. Pour tous, ce sera d'acquérir de l'expérience. Et donc, l'organisation a souhaité offrir la possibilité à tous de pouvoir faire une escale technique afin de pouvoir réparer. On a même offert la possibilité de prendre le départ 72 heures après le top départ pour donner sa chance à tout le monde de boucler ce parcours. Là, on est rentré donc dans les 4 minutes avant le départ. Donc, À partir de 4 minutes avant le départ, on doit être seul à bord. Jusqu'à il y a peu de temps, on voyait encore les images où on avait le boat captain, le directeur un technique. petit peu de monde sur le bateau Un également. petit peu de monde sur le bateau qui donne les derniers conseils, qui a donné un coup de main à mettre le bateau en configuration, choisir la bonne voile, matosser. On voit c'est-à-dire le bateau de l'Allemand, hein, d'ailleurs, en Bois-Issermann. mettre les voiles du bon côté. Et puis donc à partir de 4 minutes, ça y est, on est seul à bord. Et ça, c'est le vrai solo. Je peux vous dire que quand vous êtes à bord d'un IMOCA de près de 20 mètres, que vous partez pour 15 jours ou pour un tour du monde, le moment où vous vous retrouvez à bord, c'est un moment, Assez incroyable. oui, qui donne encore des frissons. On va peut-être justement aller demander à Gaël Robic s'il nous entend bien sur son catamaran sur la ligne de départ. Comment ça se passe un petit peu l'ambiance Est-ce qu'il y a des bateaux un petit peu qui suivent le départ de cette flotte? Oui, on se croirait vraiment au mois de novembre. Il y a pas mal de bateaux suiveurs autour de nous. Et puis, vous en parliez, la météo, la météo est presque digne d'un mois de novembre en dehors de la température. C'est vrai que la mer est relativement creusée ici sur la ligne. Il y a une gentille petite houle, 20 nœuds bien établis. Autant vous dire que ça devrait gentiment tartiner au départ. Les 20 skippers qui vont devoir aller chercher une bouée située à 8000 plein sud. Autant vous dire qu'il va falloir s'accrocher pour suivre les bateaux de dernière génération. Oui, c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas non plus gratter la ligne parce qu'il y aurait 5 heures de pénalité. Mais une fois que tous les bateaux vont avoir franchi cette fameuse ligne de départ, là, ça va envoyer. Oui, d'après les informations que j'ai, donc ils vont tous partir tribord à mur là, dans 2 minutes. C'est un bord qui devrait être aux alentours de 70 degrés du vent, qui va permettre aux foilers, donc aux bateaux qui sont équipés d'appendices, là qu'on voit qui se déploient vers l'extérieur, pour les plus performants, de commencer à atteindre les 17-20 nœuds de vitesse, si le vent n'est pas plus serré que 70 degrés. Donc effectivement, on va tout de suite voir les gros bras et les machines les plus affûtées se porter aux avant-postes sur ces 8000 qui devraient avaler en une demi-heure. Et puis une fois la bouée de dégagement, la bouée Pasteur, qui sera laissée à droite, à tribord, virement de bord, et là, un grand bord de près vers l'île de Sein et vers l'Irlande. Voilà, et puis pour remonter plein nord jusqu'à l'Islande qui sera la deuxième bouée après dont on parlera un petit peu plus en détail. On est, vous le voyez, eh bien, à 1 minute du départ avec comment ça va se passer, coup de canon. Là, je peux vous dire que le cardio est à 180-200, il y a le stress, il y a les voiles abordées, éviter les abordages. On a le nez sur l'écran qui vous donne un compte à rebours et une distance à la ligne. On voit que ça y est, les bateaux sont regroupés sur une même ligne. L'idée, c'est de partir pleine vitesse au maximum du potentiel du bateau. C'est Damien Seguin là, avec le groupe Apicil qui est un petit peu derrière tout le monde. Un petit peu en retrait. Mais bon, c'est vrai que je le disais, le départ, c'est vraiment le moment où on peut perdre la course et pas le gagner. Attention, voilà. C'est le moment où on peut aborder ou un bateau spectateur ou un autre concurrent. Et par contre, c'est pas là que va se jouer la course. On va retrouver, là on est à 15 secondes Yann, du départ, on va retrouver les gros bateaux en tête dont on va parler un petit peu après ce départ. Ça y est, c'est parti. Les bateaux commencent à accélérer. On voit Apivia, Charal. Alors on ne voit pas bien la ligne de départ, mais je pense qu'on a Allez, le comité de course qui a envoyé cette première édition de la Transat Vendée Arctique, les Sables d'Olonne. C'est parti pour une douzaine de jours, pour les meilleurs à peu près, de ce Transat en solitaire. Ouais, c'est parti pour 15 jours de mer, c'est parti pour un huis clos, le marin seul avec sa machine, dans les conditions du Vendée Globe. On est aux Sables d'Olonne aussi pour ce départ, dans des conditions, comme l'a dit Gaël Robic, on est très proche d'avant d'ailleurs. Des conditions rencontrées au mois de novembre. Ces marins vont monter plein nord, donc vont
avoir froid, ils vont avoir des journées très longues. Ça, c'est un des aspects positifs de monter dans le Nord. Ils ont une zone de glace à contourner, à éviter. Alors que là, on voit ceux qui ont pris la tête, même là, si on est sur un plan un petit peu plus large de la flotte, on a vu que c'était votre coéquipier, Charlie Dalin, sur Apivia, et Kevin Escoffier sur PRB, sur l'ancien bateau de Vincent Rioux, eh bien, qui ont pris la tête. Ouais, là, je vois effectivement que PRB, Kevin Escoffier, en bon torcheur de toile et en bon vendéen, à cœur de hisser son PRB aux avant-postes. Chez lui, il faut rappeler que PRB est un sponsor emblématique du Vendée Globe, puisqu'il l'a remporté à 2 reprises. Mon collègue Charlie Dalin, qui est un petit peu sous-toilé, qui est sous J3, là, qui a un foc un peu plus petit que ses camarades, mais qui, je pense, ne devrait pas l'empêcher d'accélérer. et puis au fond, un rescapé, on va dire, celui qui a réussi à se mettre sur la ligne de départ au tout dernier moment, qui a subi une grosse avarie il y a une semaine en tapant un ovni, c'est Armel Tripon. Armel Tripon sur l'Occitane, un bateau dessiné par Samuel Magnoire. Alors la particularité de ce bateau, vous le verrez, c'est qu'il a un airon, on appelle ça un SCO. C'est une des principales innovations au niveau des carènes qui viennent d'arriver dans le milieu. L'objectif, c'est d'avoir les traves qui passent au-dessus de l'eau et qui ne s'arrêtent pas dans la mer. Donc on suivra de près effectivement Armel Tripon, qui fera partie des marins qui devront se qualifier. Donc il va être prudent, je pense. Mais par contre, on suivra dans le détail ses performances. Ça tombe bien, très belle transition. Merci Yann, puisqu'on parle de la qualification de ces 4 skippers, notamment d'Armel Tripon, mais également d'une des 4 féminines de l'épreuve, Isabelle Joschke, qui nous a répondu aimablement avant son départ vers les Sables d'Olonne. Alors, Isabelle Joschke, elle a à la fois la pression, non pas d'être une femme, puisqu'elles sont 4, mais la pression surtout de se qualifier pour le Vendée Globe. On l'écoute. Il y a un peu de pression, c'est sûr, parce que pour participer au Vendée Globe, j'ai besoin de me qualifier, donc cette course est indispensable. Et puis il y a aussi de la pression parce que c'est ma première course en solitaire depuis que mon bateau MACSF est équipé de foil. Et ma première navigation en solitaire, du coup, en confrontation. Il n'y a pas de classement féminin, c'est vraiment un classement mixte. Alors nous, les femmes, on n'est pas très représentées. C'est encore bien dommage, je suis sûre que ça va évoluer. Mais on se bat, entre guillemets, à armes égales avec les hommes, ouais, c'est sûr. Et on espère bien pour Isabelle justement que ça va bien se passer. Un bateau sur lequel que vous connaissez bien, Yann. Ouais, le MACSF d'Isabelle Joschke n'est autre que mon ancien groupe Keguiner, avec lequel j'ai terminé 5e du Vendée Globe. Alors depuis, c'est un bateau qui a énormément évolué, qui a un Maël qui a été posé, des foils. Franchement, ça fait plaisir de le revoir comme ça. De revoir comme ça, ouais. Allez, on va aller voir Gaël Robic sur l'eau, au plus près de ses bateaux, alors que l'on voit Apivia là, et Charlie Dalin. Gaël, vous pouvez un petit peu nous en dire un peu davantage sur ce qui se passe en tête de course ? Comme promis, c'est assez rodéo à bord du catamaran royal. Nous sommes bord à bord effectivement avec Charlie Dalin qui a remporté la Transat Jacques Vabre avec Yann Eliès au mois de novembre dernier. Le Havrais qui a pris le meilleur départ juste à ses côtés à tribord. Et on aperçoit en deuxième position Armel Tripon, le Nantais, suivi de Kevin Escoffier qui a pris un remarquable départ sur un bateau d'ancienne génération. Et en quatrième position, on a Thomas Ruyant, suivi par Jérémy Bayou. En revanche, départ très prudent. Il l'avait annoncé, il est là avant tout pour se qualifier pour le Vendée Globe. Départ très prudent de Sébastien Simon qui pour l'instant est plutôt en queue de flotte. Et à l'image, c'est Manuel Cousin des Sables justement qui lui est un petit peu en queue de peloton. C'est vrai que c'est pas non plus un hasard et une surprise de voir les 4-5 bateaux dont parlait Gaël. Ils font partie des favoris très clairement. Ouais, tout à fait. On a les marins qui disposent de belles machines. Ça fait plaisir de voir Armel Tripon là parce qu'il a eu quelques mésaventures pour être là au départ. Il a dû réparer les traves de son bateau cette semaine. On a les gros bras devant, ce sera ces 5 bateaux qu'il faudra suivre. Et on pourra avoir potentiellement quelques surprises avec Isabelle Joschke, un bateau qui est d'ancienne génération mais qui a été remis au goût du jour. Boris Herman aussi, je pense à Maître Coq, Yannick Bestaven. Oui, il y a quelques outsiders de bon calibre quand même. Ouais, tout à fait. On a d'anciennes machines. C'est l'avantage avec l'arrivée de ces nouveaux foils. On a la possibilité d'updater, de mettre à jour son bateau. Là, effectivement, Charal. On voit que ça envoie quand même pas mal et les 20 nœuds, on les voit à l'image. Ça passe bien. Là, ça y est, Charal a sorti
a sorti le turbo, on Voilà. voit qu'il est un petit peu plus toilé, on voit les traves qui commencent à sortir de l'eau. Bon, Dans le sillage d'Apivia et il vient de dépasser notamment PRB de Kevin Escoffier. Je crois que Stéphanie Pagrimo du côté de la fin du chenal des Sables d'Olonne est en compagnie d'un des garçons qui pour l'instant n'a pas encore réuni, on en parlait tout à l'heure justement, le budget pour partir sur le Vendée Globe. C'est Benjamin Dutreux, Stéphanie, c'est ça? Oui, effectivement, parce que vous le disiez, hein, Anthony, il y a certains concurrents qui ne sont pas sur cette Vendée Arctique. Alors, il y a des choix stratégiques. Il y a un choix personnel, hein, Alan Roura, parce qu'il attend un heureux événement, ou en tout cas sa femme. Et puis, il y a des choix économiques. Benjamin Dutreux, skipper vendéen, a décidé de ne pas faire cette transat Vendée Arctique, un peu la mort dans l'âme, mais économiquement, il y a un moment, c'est un choix de raison, c'est ça, Benjamin? Oui, bonjour à tous, bonjour Stéphanie. Oui, en effet, pour nous, c'était un peu compliqué de pouvoir se présenter au départ de cette course, même si on avait vraiment beaucoup envie de pouvoir être au départ, parce que c'est toujours la mort dans l'âme qu'on ne fait pas partie du jeu et qu'on n'est pas dans la partie. Mais voilà, notre objectif, ça reste le Vendée Globe. Et donc voilà, malheureusement, financièrement, c'était compliqué pour nous et trop risqué de pouvoir prendre le départ de cette course. Pourquoi? Parce que si on casse sur une transat comme ça, après c'est difficile, à 4 mois du Vendée Globe, Voilà, de réparer. C'est que nous, on est une toute petite équipe. Sur l'IMOCA Water Family, on est une petite équipe. Et si on casse en Islande, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça peut tout de suite engendrer des frais qui sont assez importants. Et à quelques mois du Vendée Globe, c'est un peu risqué. Voilà, notre objectif, du coup, ça reste le Vendée Globe. Donc on va faire le maximum pour s'entraîner ici. Mais voilà, c'est un peu dur de les voir partir là, de voir tous les copains partir et d'aller se faire une course. Je pense qu'ils vont se régaler. Ils ont tous différents objectifs. Donc ça va être une belle course à suivre en tout cas. Vous voyez, parfois, il y a des choix de raison à faire, Anthony. Eh bien, pour donner des bonnes ondes positives, on va passer la parole à Yann, parce que c'est vrai que sur le sujet, sur le dossier Benjamin Dutreux, il y avait justement, vous aviez une petite chose à nous dire. ouais, je crois que Benjamin est un jeune talentueux qui a pris des risques financiers pour être au départ de ce Vendée. Je pense que si on a un sponsor qui nous regarde, pour un ticket entre 200 et 300 000 euros, vous êtes quasiment copartenaire de Benjamin. Et franchement, c'est un jeune qui mérite d'être soutenu et qui mérite d'être au départ de cette course. Et alors 200-300 000 euros, ça peut paraître énorme, mais pour un budget Vendée Globe, entre guillemets, c'est très peu. Ouais, franchement, ça vaut le coup. Le Vendée Globe, c'est une course à part. Ça mérite une telle somme, surtout que Benjamin, je pense, va faire une belle course. Il a un bateau d'ancienne génération. Par contre, c'est un marin qui a du talent et on le verra sans doute truster ou en tout cas se bagarrer pour la première place des bateaux à dérive d'ancienne génération. Alors on va revenir après avec Yann, mais on parlait des absents, Benjamin Dutreux, on parlait d'Yann Eliès qui est à nos côtés, mais il y a également Alex Thompson qui n'est pas là alors qu'il aurait pu être présent. Donc il y a des choix stratégiques, on va les voir après, évidemment Gwenaël Bron du côté de Port-la-Forêt, mais je voudrais qu'on réponde à cette question. Il y a des choix stratégiques, même à 4 mois du Vendée Globe, comme ça, de ne pas participer à une telle course? Il faut vous dire que Hugo Boss a quand même un lourd passif. Chaque année avant, post-Vendée Globe, il a eu des gros problèmes sur la dernière transat Jacques Vabre. Il a perdu sa quille, il a mis 2-3 mois à ramener le bateau en Angleterre, plus la reconstruction. C'est jamais sans risque, hein, mais moi je pense que de toute façon, il vaut mieux être au départ de cette course, quitte à y aller piano et lever le pied dans les moments difficiles et savoir enfoncer la pédale d'accélérateur quand le terrain le permettra, plutôt que de ne pas y être. Il faut se méfier de l'anglais quand même. Hein. On se méfie de l'anglais. Troisième, deuxième, bon là, ça commence aussi. On a un peu sortir, l'impression qu'il va nous la faire comme l'année dernière, comme il y a 4 ans, à l'envers, en ne nous montrant pas le potentiel de son bateau. Et... Voilà, la stratégie de Alex Thompson, c'est de se cacher un petit peu pour vivre Exactement. heureux. Vivons cachés. On va, nous, ne pas se cacher, aller rejoindre Gwenaël Bron du côté de Port-la-Forêt. On a parlé, Gwenaël, justement des absents. On a donné des noms. Vous en avez également de cette liste des absents de cette Vendée Arctique à Les Sables, et notamment aussi celui d'un nom suisse, peut-être. Ah oui, tout à fait. J'allais vous parler d'un marin tout à fait finistérien, le bigoudin Vincent Rioux, qui a un grand nom de la classe IMOCA et qui, lui,
a choisi pour d'autres raisons de ne pas être là et qui, je peux vous l'assurer, ça le démange aussi de ne pas être là. Mais lui, qu'on surnomme parfois le couteau suisse breton parce qu'on dit qu'il sait tout faire, il a choisi d'être dans la transmission. Alors le vainqueur du Vendée Globe 2004-2005 a choisi d'accompagner le projet de Sébastien Simon sur Arkea Paprec. Mais alors cette Vendée Arctique, elle a une saveur particulière pour lui à double titre parce que non seulement Kevin Escoffier, on l'a vu tout à l'heure sur les images, navigue à bord de son ancien bateau PRB et puis surtout, je viens de vous le dire, il accompagne Sébastien Simon. C'est lui qui a supervisé la construction de son nouveau foiler nouvelle génération. Autant dire qu'il va avoir un œil très très attentif sur la course de son poulain. Je vous propose tout de suite d'écouter Vincent Rioux. C'est vrai que ça va être sympa de suivre Seb parce qu'il a fait une première course en solitaire l'année dernière, mais ça va être la première course là avec ses nouveaux foils. En plus, voilà, c'est un projet que, contrairement à PRB, que je suis vraiment au quotidien et je suis très très présent, surtout dans l'aspect de la technique. Je l'ai été dans le sportif l'année dernière parce que j'ai navigué avec lui et on a fait tout un programme de transmission autour de ce projet Vendée Globe. Maintenant, on arrive à la dernière échéance avant le Vendée qui est cette nouvelle course. Donc toi, tu seras derrière ton écran, ça ne te démange pas de prendre le large aussi? Je serais bien parti, hein, c'est sûr, mais bon, c'est le jeu. Voilà, j'ai fait ce choix-là, maintenant il faut l'assumer. Puis je vais retourner sur l'eau durant l'été. Je suis en train de m'organiser pour faire la solitaire du Figaro, qui sera la deuxième belle épreuve de voile qu'on aura cette année avec le Vendée. Et puis il faut savoir passer à autre chose. J'ai fait un choix. Mais aujourd'hui, c'est sûr que mon cœur est toujours quelque part du côté de l'IMOCA et je sais avec un petit pincement que je vais les regarder partir demain. Mea culpa évidemment, c'était Vincent Rioux, l'autre grand absent, et Alan Roura, on en reparlera, mais un petit peu plus tard, au cours donc de ce départ, de cette transat. Vendée, donc Arctique, les Sables, Vincent Rioux, donc ce sera la première absence sur le départ d'un Vendée Globe pour le 2020. Lui aussi, donc, effectivement, est un grand absent de cette édition. Mais maintenant, il est directeur technique du projet de Sébastien Simon. Et c'est un autre job. On va retrouver Gaël sur l'eau après ce premier petit quart d'heure de course dans cette transat. Gaël, on en est où à peu près? Est-ce que ça revient un petit peu sur les gros bateaux à foil? Non, les bateaux à foil qui, bien évidemment, ont pris la tête de cette Vendée Arctique. Et c'est Kevin Escoffier qui rivalise avec eux. Kevin Escoffier qui est en 4e position dans une mer, je pense que vous pouvez le voir, de plus en plus formée. Il y a des creux d'environ 2 mètres. C'est difficile de travailler dans ces conditions. Mais on a une superbe bagarre en tête avec Thomas Ruyant, Jérémy Bayou et donc Charlie Dalin. Les trois qui ont désormais une avance assez confortable sur le reste de la flotte. Kevin Escoffier qui dispute sa première grande course en solitaire sur ses IMOCA, tout comme Charlie Dalin qui est donc en tête. Et belle bagarre donc avec Jérémy Bayou. Ouais, on a un petit peu mal pour vous, Gaël. C'est vrai que ça secoue pas mal avec Yann. On est un petit peu plus tranquille dans le studio de France 3 Pays de la Loire. Mais c'est vrai que ça bagarre énormément. On fait un petit point parce qu'on a vu, et tout le monde n'est pas un grand spécialiste non plus, on a vu que ces bateaux avec ces moustaches, dont celui-ci de Manuel Cousin, je crois, du groupe Cétain, qui est là. Donc ces bateaux à foil, il y en a combien sur les 20? J'ai pas le nombre exact, mais quasiment la moitié de la flotte, voire peut-être plus. Pour la petite anecdote, quand on a Charal devant nous, donc Charal vient de mettre à bord une nouvelle version de foil avec Jérémy Bayou. Ces nouveaux foils ont été un petit peu avancés cet hiver. Donc c'est ces petites moustaches qu'on voit là sur le côté. Ouais, ce sont les moustaches souvent de couleur vive qui permettent au bateau en fait, de se sustenter, de commencer à voler. Alors, ils ne volent pas que sur le foil, ils volent également sur la quille qui s'angule à 45 degrés au vent, de l'autre côté des voiles. Et donc, ça permet au bateau de parfois quasiment de ne plus toucher l'eau. Ouais, on voit l'étrave quasiment en dehors de l'eau complète. Et puis, on voit le sillage qui a tendance à venir maintenant se caler au niveau du mât, juste sous la quille. C'est cette petite moustache rouge qu'on voit pour ceux qui ne connaîtraient pas bien encore cet instrument, ce nouvel instrument qui est apparu il y a quelques années maintenant sur les courses au large notamment. Ouais, c'est apparu donc, à partir de la dernière édition. La grande question il y a 4 ans, c'était de savoir est-ce que les foils et un monocoque à foil arriveraient à faire le tour du monde. Là maintenant, on en a la certitude puisque Armel Lecléache a gagné le Vendée Globe avec des foils. Et donc maintenant, ça s'est généralisé. Voire même, ils sont de plus en plus grands. On voit qu'ils sont quasiment
aussi large que les barres de flèche des bateaux. Où s'arrêtera-t-on sur la taille de cet appendice? Eh bien, on aura Telle est la peut-être- question. voilà. En suspens pour le moment. suspens, ouais. Effectivement. On va écouter votre coéquipier, Charlie Dalin, sur Apivia, justement, et qui vous avait remporté, on le rappelle, la Transat Jacques Vabre il y a quelques mois. Charlie Dalin qui nous parle à la fois de la météo, mais également du parcours exigeant. On l'écoute. C'est une course qui n'a pas d'héritage, qui n'a pas d'histoire. Donc on va l'écrire sur cette première édition. Donc il y a sûr qu'il y a pas mal d'inconnus. Ce qui est sûr, c'est que ça va être une course difficile, peut-être même plus dure que The Transat. Parce qu'on va à la fois avoir du vent fort, ça c'est garanti, et ce qui est garanti aussi, c'est du vent très faible. Donc, Est-ce que vous allez croiser des icebergs? Est-ce que vous allez avoir des possibilités? Parce qu'au sud de l'Islande, on n'en a peut-être pas, mais est-ce que la route va vous amener vers ça? Est-ce que tu crains ça? Alors, il y a une zone des glaces qui est une zone interdite dans laquelle on ne peut pas aller, qui est faite pour justement nous éviter de rencontrer ces glaces. Donc, normalement, il y a très très peu de chances qu'on en croise. Alors la question de sécurité, évidemment on croise les doigts pour qu'il n'arrive rien à ces 20 bateaux. Ça va, c'est relativement bien préparé, on le sait avec Jacques Carès, le directeur de course. Oui, c'est une course qui est engagée. L'idée, je crois, de Jacques Carès, c'était vraiment d'envoyer les bateaux dans des conditions qui ne soient pas que des conditions faciles. Oui, il faut tester les bateaux. Il faut que ces marins et ces machines soient prêts à affronter le tour du monde. Et ce serait trop facile de préparer un Vendée Globe en n'allant que dans des vents faibles. Et donc il a fait le choix d'envoyer dans cette flotte vers le nord. Bon, les conditions vont être musclées. On le voit sur le départ, la mer commence déjà à être bien formée. Les premières 24 heures vont être assez compliquées avec du vent de l'ordre de 20 à 25 nœuds jusqu'à l'île de Sein. Ensuite, ils vont venir se mettre à l'abri de les côtes sud de l'Irlande, passer le Fastnet lundi et mardi se profilerait déjà une deuxième dépression. Une deuxième dépression, ça va être dur. Deux scénarios, un qui est un peu moins bon que l'autre, qui prévoit quand même jusqu'à 40 nœuds au large de l'Irlande. Donc vous voyez qu'il va falloir être capable de jouer de l'accélérateur et de faire attention aux conditions météo. Et de mettre le frein. On voit Armel Tripon juste derrière nous sur son Occitane en Provence, le skipper nantais qui a fait partie des tout premiers de la flotte pour ce départ après ces 20 premières petites minutes de course. On va l'écouter, Armel Tripon, qui avait subi une avarie, on l'a dit, il avait tapé un OFNI il y a quelques semaines. Toute son équipe a réparé en urgence. On écoute la satisfaction du skipper nantais. Ça a été un gros challenge, à l'image de ce que peut être un Vendée Globe, qui a quand même un challenge énorme en soi, et voilà, une avarie majeure qui arrive une semaine avant le départ d'une course. Et là, il y a une réaction extraordinaire de toute une équipe qui en des temps records, réalise l'impossible. Ça a été un travail 7 jours sur 7 pendant 24 heures sur 24. Donc une équipe mobilisée sur le pont avec le chantier Black Pepper en appui. Et voilà, on arrive à ce résultat. Donc je pars dans des conditions normales de course, quoi. Et on est content, satisfait évidemment pour Armel Tripon qui puisse être au départ de cette Transat Vendée Arctique. Les Sables, un peu justement sur cette option d'Armel Tripon pour le prochain Vendée Globe, ce sera le seul à avoir ce fameux bateau avec un bourron. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis content pour Armel, mais je suis content aussi pour Samuel Manoir, l'architecte de ce bateau. Avec Jean-Pierre Dick, il y a 2 ans, on avait fait un appel d'offres en se demandant à quel architecte on aimerait bien faire travailler et construire un nouveau bateau. On avait choisi Samuel Manoir sans savoir vraiment de quoi il allait vraiment ressortir. Et ça fait plaisir de voir qu'il y ait effectivement des choix architecturaux assez tranchés. Et qu'est-ce que ça peut changer ? Alors, l'idée, c'est d'avoir une étrave qui soit tout le temps au-dessus de l'eau, qui fasse en sorte que le bateau passe au-dessus de la mer, qu'il ne vienne pas taper contre les vagues. On a des foils un petit peu différents, vous avez vu, qui sont en CCD, on va dire, qui sortent assez haut. Techniquement, c'est de faire en sorte que la partie du foil qui permet de sustenter le bateau soit vraiment immergée, assez loin de l'extérieur du bateau pour ne pas être perturbé par les vagues. Et donc voilà, ça donne à ce bateau un peu détonnant, aux formes
étrange. Alors esthétiquement, il est super beau, hein. C'est vrai que ce noir là, Ouais, c'est joli. c'est sympa. C'est joli et on voit que ça a l'air de marcher parce qu'il est aux avant-postes, j'ai l'impression quand même. Mais ça fonctionne bien justement d'avoir cette espèce d'étrave ronde comme ça, parce qu'on n'est pas habitué à voir ça, c'est tout nouveau. Alors ça marche déjà en Mini 650. Ouais. On a vu un bateau qui s'appelait le Magnum, qui ressemble un peu à l'Esquimau, là, qui a remporté une Transat. Ça marche en classe 40 avec Anne Lipinski sur le Crédit Mutuel, qui a remporté la Transat Jacques Vabre. Voilà, donc on attend de voir ce que ça donne en IMOCA et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Enfin, en tout cas, ce sera une des grosses attractions, je vous ai dit, de cette Vendée Arctique. Alors, on a vu en tête notamment Charal et Jérémy Bayou, avec également Apivia et Charlie Dalin. Ce sont eux qui mènent la flotte de ces 20 bateaux, partis donc pour au moins 12 jours à peu près pour cette première édition de la Transat Vendée Arctique. On va retrouver Stéphanie Pagrimo tout près du chenal des Sables d'Olonne. Alors, Stéphanie, on en est qu'au départ, mais nous, on aimerait avoir un petit mot sur l'arrivée, avec les conditions sanitaires, avec le coronavirus. Qu'est-ce qui a été prévu? Est-ce que les marins ont le droit de rentrer au port? Comment ça se passe pour l'arrivée, pour le retour ici au Sable? Eh bien, la direction de course en fait attend l'autorisation favorable de la préfecture, mais il se peut que les 3 premiers puissent aller jusqu'au ponton du Vendée Globe et puis voir un petit peu le public. En revanche, il y aura une conférence de presse totalement privée, pas question de serrer des mains et de signer des autographes. En revanche, pour le moment et pour le Vendée Globe, parce que on se profile quand même jusqu'au Vendée Globe, il se peut que le Vendée Globe ait un village avec une jauge et un sens de circulation, une jauge de 5000 spectateurs. Parce que je vous rappelle quand même que le Vendée Globe, l'arrivée et le départ de l'édition 2016-2017, c'est 350 000 spectateurs pour l'arrivée comme pour le départ. Un gros rassemblement impossible depuis évidemment le passage de la Covid. Merci Stéphanie, et on croise les doigts pour que le mois de novembre ce soit effectivement dans d'autres circonstances, parce que même si Yann n'aime pas trop la foule avant de partir et qu'il aimerait bien un petit sas, c'est vrai que pour le public, pour eux en tout cas, c'est un moyen incroyable de vous approcher, puis surtout vous êtes hyper sympa, donc ça se passe super bien généralement avec les autographes. Oui, il faut dire que les Sables d'Olonne, avec cette jetée, enfin cette double jetée, ressemble un peu à une arène. C'est vraiment un site qui permet au public de voir les bateaux partir ce jour un peu solennel du 8 novembre où on part au combat et on sent que ça touche le grand public. Alors moi j'étais au Sables d'Olonne la semaine dernière pour la Solo Maître Coq. Je peux vous dire que les Vendéens préparent l'événement. Oui, ils sont déjà... Le village est en train d'être préparé, la grande esplanade où se devra se retrouver le village. Donc, il y aura un village, on croise tous des doigts pour qu'effectivement l'événement soit au plus proche de ce qu'on a connu, que les skippers puissent être vus et puissent s'approcher du public. Quoi qu'il arrive, il y aura un Vendée Globe, c'est sûr. Bon, allez, on regarde évidemment ce qui se passe sur ces premières minutes de course, puisque là nous sommes avec Arkea Paprec, le bateau de Sébastien Simon justement, qui s'est préparé, qui était vendéen. Arkea Paprec. On a retrouvé Gaël Robic, me dit-on dans l'oreillette, parce que c'est vrai qu'il y a des décrochages. Gaël, qu'est-ce qui se passe au milieu de cette flotte et surtout à l'avant, puisque vous vous trouvez à l'avant? Mais messieurs, vous disiez que ça marchait bien pour Armel Tripon, ça marche très bien puisque l'Occitane est en tête de la flotte avec une avance assez conséquente, désormais environ 300-400 mètres sur un trio qui ne se quitte pas depuis le départ. Jérémy Bayou, Thomas Ruyant à l'extrême droite et Charlie Dalin. Kevin Escoffier est toujours en 5e position désormais. Et désormais la flotte, vous voyez, qui est assez étalée, assez éloignés les uns des autres, mais Armel Tripon qui fait un départ assez remarquable, vous le disiez, c'est la première course de ce bateau, c'est le baptême de mer de ce bateau qui a été endommagé il y a une dizaine de jours. Armel Tripon qui a mené une opération commando pour être au départ. Eh bien, c'est assez impressionnant ce que réalise le skipper nantais. Merci Gaël, on espère vous retrouver dans quelques minutes toujours, parce que c'est vrai que ça décroche un petit peu, on voit toutes ces belles étraves et puis les voiles, les grandes voiles des bateaux, de ces 20 bateaux de cette flotte. On va retrouver Port-la-Forêt et Gwenaël Bron, qu'on avait retrouvé tout à l'heure pour nous parler de Vincent Rioux, l'un des grands absents de cette course. On va parler, Gwenaël, des concurrents étrangers. Alors c'est vrai qu'il y a des Britanniques sur cette course, il y a également, on l'a dit, Alex Thompson qui n'y est pas mais qui sera sur le départ du Vendée Globe, il y a également le Japonais,
Kojiro Shiraishi qui participera à son deuxième Vendée Globe, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et puis, il y en a d'autres, Gwenelle, vous allez nous en parler. Oui, alors effectivement, sur les 20 concurrents, il y a seulement 5 concurrents étrangers. Beaucoup de candidats au Vendée Globe qui soient qualifiés ou en cours de qualification n'étaient tout simplement pas prêts pour aujourd'hui. Alors à commencer par les Britanniques, vous venez de le dire, Alex Thompson évidemment, sa compatriote Pip Haar, qui elle également a subi un peu le planning bousculé suite au confinement, puisqu'au Royaume-Uni il a été décalé de 3 semaines, donc autant de délai pour la préparation des bateaux, et Pip a remis à l'eau son bateau très tardivement. Même difficulté de timing pour l'Espagnol Didac Costa ou encore pour le Finlandais Harry Usela. Lui a trouvé un sponsor en Finlande dans son pays, mais pour le coup il avait d'autres obligations et le timing était serré, parce que finalement s'il y a bien dans ce calendrier un peu modifié une seule date qui n'a pas changé, c'est bien celle du 8 novembre, le départ du Vendée Globe. Et d'habitude l'année avant le Tour du Monde tout est millimétré, mais alors dans ce contexte-là évidemment c'est encore plus serré pour tout le monde. On va regretter bien sûr l'absence de tous ces skippers étrangers, et puis notamment le dernier désistement, mais Stéphanie je crois a vendu la mèche tout à l'heure. En fait, c'est un secret de polichinelle depuis quelques jours. Alan Rora a la meilleure des raisons de ne pas être au départ, le Suisse Alan Rora, que je vous propose tout de suite d'écouter. Je vais devenir papa dans les jours à venir et je ne me voyais pas vraiment aller sur l'eau avec ce poids en fait sur les épaules de savoir que je ne pourrais pas être là à la naissance de mon enfant. Donc la décision a été assez simple et en accord avec les partenaires, ce qui était le plus important. Parce que c'est une année difficile pour tout le monde avec toutes les histoires de Covid, donc les retombées médiatiques sont importantes pour tous les partenaires. Et donc voilà, forfait, mais pour de plus belles derrière, pour le Vendée. Ah oui, évidemment qu'il va se concentrer derrière la naissance de son premier enfant. Ça avait été d'ailleurs votre cas aussi. Ouais, moi j'ai raté la naissance de Titouan parce que j'étais en mer. Mais par contre, j'ai remporté une étape de la solitaire qui arrivait à Cherbourg pour sa naissance. C'était le deuxième. C'était le deuxième. Bon. Ouais. D'accord, voilà. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de la flotte de cette Transat Vendée Arctique Les Sables avec, on l'a dit, on le répète, la première place pour le moment occupée par le skipper nantais Armel Tripon sur l'Occitane en Provence. Là, c'est Sébastien Simon, le bateau d'Arkea à Paprec. On va l'écouter d'ailleurs, Sébastien Simon le Vendée, on l'écoute. Alors, la première génération de foils se voulait polyvalente. En fait, on s'est vite rendu compte que le bateau avait un très très fort potentiel au reaching, donc sur les allures un peu ouvertes. Mais par contre, dès qu'on se retrouvait vent arrière, sur les allures portantes, le bateau avait plutôt un déficit. On avait du mal à sortir l'étrave du bateau des vagues. Et du coup, le bateau devenait très sollicitant à bord du bateau. On avait des grosses accélérations, des grosses décélérations de l'ordre de quasiment 30 km/h. Donc c'était assez usant, à la fois pour le matériel, mais aussi pour la vie à bord. Et du coup, on a décidé de prendre un parti pris, de faire des foils qui étaient vraiment typés pour ces allures portantes, pour le parcours du Vendée Globe, quitte à négliger d'autres allures, qui sont les allures de Predle ou voyage. Voilà, mais en même temps, il faut avoir un bateau facile sur ces allures de portant, qui sont typés pour le Vendée Globe, pour que on puisse se reposer à bord, vivre correctement à bord et avec une bonne moyenne de vitesse, quitte à redoubler d'efforts dans les allures qu'on rencontrera moins souvent. Voilà, Sébastien Simon qui a dû changer donc de foil. Il a opté pour les mêmes types que ceux d'Alex Thompson. Oui, c'est vrai qu'on a découvert ça il y a seulement quelques jours. C'était un peu la grande interrogation de savoir quel type de foil chacun va mettre en place. Il reste encore quelques équipes qui n'ont pas encore dévoilé leur carte. Je pense notamment à Thomas Ruyant, là, qui rôde, qui est toujours en arrière-plan, dans le sillage, voilà. Mais qui est là et qui va faire partie des favoris. Oui, Sébastien Simon, moi, je pense qu'a fait un bon choix. Honnêtement, j'ai été très impressionné par les performances de Hugo Boss au départ de la Transat Jacques Vabre dans les allures de portant. Et si j'avais eu le choix de faire des foils, j'aurais fait comme Sébastien Simon. J'aurais choisi cette forme un petit peu en C. C'est des grandes pelles, très très larges, qui ont une capacité à vraiment soulever le bateau et à faire sortir le nez du bateau aux allures portant. C'est vrai que en Vendée, on attend la première victoire dans le Vendée Globe
d'un Vendéen. Oui. Tous les espoirs reposent sur les épaules de Sébastien. On lui souhaite le meilleur. On espère que son projet va briller et qu'il sera prêt et compétitif sur le prochain Vendée. Et voilà, qui va le mener au bout, évidemment. Vous n'avez pas d'image ou très peu, et pour cause, on va essayer de retrouver Gaël Robic qui a énormément de décrochage. Regardez la météo, le plafond des nuages est très très bas, les conditions météo sont assez exécrables. Gaël, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes toujours sur le catamaran et pas à l'eau, j'espère? Non, tout va bien, je vous rassure, Anthony, tout va bien. Il a fallu effectivement que l'on s'arrête, que l'on lâche la tête de la raison effectivement technique. On ne peut pas aller plus loin. Et du coup, désormais, la flotte est très clairement scindée en deux avec le groupe de tête, les 6 premiers bateaux. Vous parliez à l'instant de Sébastien Simon. Sébastien Simon qui, après un départ très prudent, il a désormais recollé à la tête de course. Il est en 6e position. Et derrière assez loin désormais, il y a le reste de la flotte emmené départ, suivi par Fabrice Amédéo. Et voilà, le bateau du... Oui, ça décroche beaucoup. Merci à Gaël qui fait tout son possible pour nous donner les positions. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, on l'a dit, avec les conditions météo. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que les bateaux à Foyle dernière génération sont devant, comme c'était attendu. Aucune surprise de ce côté-là. Est-ce qu'en revanche, sur les quelques images que vous avez pu entreapercevoir, Yann, la différence déjà au niveau de la flotte s'est faite? Très clairement, on est sur des allures qui sont propices aux foilers. Je vous ai dit aux alentours de 70 degrés du vent. Ensuite, une fois la bouée Pasteur contournée, on va être sur des allures de près, où là, les foilers n'ont plus le même avantage. Les anciens bateaux à dérive type classique vont arrêter de perdre. Donc on va avoir là, à ce moment-là, des écarts de vitesse assez faibles. L'enjeu dans cette première grosse partie de course, c'est vraiment d'affronter la mer, le vent, éviter les cailloux, les récifs, faire des bonnes manœuvres, arriver à aller jusqu'en Islande sans trop de pépins techniques, et ensuite on devrait avoir une explication sportive entre les premiers. Alors il y en a un qui tire bien son épingle du jeu malgré le fait qu'il n'ait pas un bateau avec des foils dernière génération, c'est Kevin Escoffier, on l'a entendu avec Gaël Robic, 5e pour l'instant sur ce début de course. Kevin Escoffier, on va l'écouter, c'est lui, le skipper de PRB. Alors, c'est plus costaud, mais ça permet d'avoir plus de visibilité sur la météo. Quand je dis plus costaud, c'est que ça va être du près. Maintenant, avec ces bateaux-là, le près, c'est limite l'allure la plus confortable pour les foilers. Par contre, il va falloir faire un petit peu attention. Voilà, ils ont modifié un petit peu le parcours pour nous éviter de faire trop du longe-côte. Parce que c'est vrai qu'en solitaire, avec des bateaux qui vont de plus en plus vite, l'idée, c'est vraiment de passer du temps sur l'eau et pas d'aller casser un bateau ou de taper un pêcheur ou un plaisancier. Ouais, Kevin c'est un costaud. Je peux vous dire que c'était le couteau suisse, le laserman de l'équipe de Charles Caudrelier sur les dernières Volvo Ocean Race. C'est un marin qui a très peu d'expérience en solitaire, mais qui va, je pense, très rapidement démontrer qu'il en a les compétences. C'est un fils de marin-pêcheur c'est ce que j'allais dire, c'est de une famille Saint-Malo. quand même. C'est de famille, c'est du costaud. Voilà, c'est un battant. Ouais, c'est un battant, on devrait le retrouver. En tout cas parmi les outsiders, mais il visera le podium. Il sera de toute façon en bon renard des surfaces, pareil, toujours prêt à sauter sur les premières places. Et sauter sur l'occasion, effectivement. La réponse à la question de tout à l'heure, 6 bateaux sans foil sur cette flotte de 20 IMOCA. Et puis des bateaux aussi qui sont à la fois des bisus, 2 bateaux bisus, celui du japonais Kojiro Shiraishi et puis du Nantais Armel Tripon sur l'Occitane en Provence. C'est ses premières transats. Oui, c'est vrai que c'est des projets qui sont partis pas tard, mais enfin un petit peu au dernier moment. On a eu ces 3 mois qui ont ralenti toute la préparation. Et donc voilà, on se retrouve effectivement avec des marins qui font leur première course en solitaire au mois de juillet. Mais donc elle tombe bien cette course. Je pense qu'elle va rassurer tout le monde, les sponsors, les skippers et les organisateurs sur les capacités de chacun à mener sa machine autour du monde. Allez, on a parlé des favoris, notamment peut-être d'Armel Tripon, de Charlie Dalin. Et on va parler bien de Thomas Ruyant, le Dunkerquois. Lui aussi faisait partie du trio, du quatuor de tête il y a quelques instants. Il nous parle du parcours, on l'écoute. Ça va être une course avec des conditions très variées, plein de systèmes météo à traverser, parce que c'est finalement une course nord-sud, et ça on n'a pas l'habitude. En général, on va à l'encontre des systèmes où on les accompagne, et donc là ça va être
Voilà, très, très particulier, je pense, comme façon de faire et comme façon de naviguer, mais très intéressante. On se rapproche quand même de latitudes assez extrêmes et très nord. On ira flirter avec l'Islande. C'est des coins que je ne connais pas, qu'on n'a pas l'habitude d'aller avec nos grands bateaux. Et donc, il y a un petit côté aussi voyage qui est super, qui est intéressant. Et puis en termes de météo, de température, on va vraiment avoir de tout. Donc, c'est un bon test. En 12 jours, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux pour aller se confronter en Atlantique. Thomas Huyant, lui aussi, un sacré compétiteur. Allez, nous, on est joueurs à France Télévisions. On va essayer de retrouver Gaël Robic dans ces conditions un petit peu dantesques. Est-ce que Gaël, vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous faire un dernier point, peut-être à 5 minutes de la fin de cette émission? Est-ce que vous m'entendez, messieurs? Tout à fait. Est-ce que le son est revenu? Ah, parfait. Eh bien, écoutez, nous sommes plutôt sur la tête, sur l'arrière de la flotte. Nous sommes bord à bord avec Manu Cousin, l'un des 3 sablés au départ, avec Boissière et Sébastien Simon et les bateaux-têtes qui, au loin, eh bien, ont, semble-t-il, viré la bouée qui était située à 8000 du départ, avec toujours, me semble-t-il, Armel Tripon en tête devant Thomas Ruyant, semble-t-il, en deuxième position. Alors que derrière nous, on aperçoit le bateau de Clément Giraud qui est actuellement donc 20e et dernier. Clément Giraud, c'est la mais toujours. On vous a reperdu Gaël, c'est pas grave. On a obtenu l'essentiel, à savoir ce qui se situe un petit peu en arrière de la flotte. On va retrouver Stéphanie Pagrimo pour une dernière intervention, certainement. Stéphanie, est-ce qu'il y a encore un petit peu de monde du côté des sables, même si tous les bateaux maintenant ont largement quitté les Sables d'Olonne? Vous remercierez au passage Maxime Jaglin avec qui vous étiez aujourd'hui. Merci Anthony. Non, les quelques spectateurs qui avaient bravé ce plafond bas sont désormais quand même partis. Je pense que là, le soleil n'est vraiment pas de la partie. Ils ont décidé de rentrer. Puis finalement, peut-être que c'est mieux d'aller voir la fin sur France 3. C'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Merci Stéphanie, merci Maxime. On va écouter, avant de se quitter d'ici quelques minutes, Clément Giraud, justement un des autres skippers dont parlait Gaël, qui se situe donc dans le fin fond pour l'instant du classement. Mais bon, avec d'autres objectifs également pour Clément Giraud, on l'écoute. Si Clément Giraud, on l'écoute ou est-ce qu'on va patienter un petit peu avant de l'avoir? Clément, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un miracle qu'il soit là au départ. Son bateau a pris feu au départ de la Transat Jacques Vabre. Et donc, c'est un autre skipper qui lui a prêté sa machine pour qu'il puisse se qualifier et être au départ du Vendée Globe. C'est vraiment une belle image de solidarité entre 2 marins. Je ne sais pas finalement quel est le 2 qui va partir au Vendée Globe, mais en tout cas, il ira chercher sa qualification sur la Vendée Arctique. Ah oui, le Toulonnais et l'Antillais Clément Giraud. On va parler également d'un garçon qu'on connaît bien, c'est Damien Seguin, qui sera présent également pour le début de ce Vendée Globe. L'Antillais, lui aussi, né un petit peu né à Briançon, il a été du côté des Pays de la Loire également, handicapé, on le sait, avec sa main à la naissance. Eh bien, il sera au départ de son premier Vendée Globe et on l'écoute pour lui. Ça va être justement l'occasion de se tester. Cette Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, elle va permettre de se mettre vraiment en mode course après des longs mois de chantier passés à l'intérieur. Donc voilà, c'est mettre le bateau en configuration avec tous les équipements à bord. Et puis pour le skipper, retrouver les sensations du large. Donc voilà, même si cette course n'était pas obligatoire pour moi, étant donné que j'étais déjà qualifié sportivement pour le Vendée Globe, ça permet quand même de se mettre dans le rythme. Et puis voilà, le chrono il tourne et les comptes à rebours aussi. Donc voilà, le départ du Vendée Globe approche. Et il faut pouvoir se rassurer sur le bateau, la façon dont il se comporte dans la mer. Même si je le connais déjà beaucoup, il faut retrouver quand même ce mode solitaire qui est super important. Et lui aussi, on retrouvera Damien Seguin très certainement dans les premières places des bateaux sans foil. On va remercier Stéphanie Pagrimo, Maxime Jaglin, Gaël Robic qui étaient avec nous. Également Gwenaëlle Bron du côté de Port-la-Forêt que l'on peut saluer une dernière fois. Merci beaucoup à Gwenaëlle. Merci aux équipes techniques de Sylvain Pierrel qui étaient avec nous pour cette émission sur cette première transat de Vendée Arctique Les Sables. Merci à vous, Yann Eliès, d'avoir été avec nous. Si vous voulez retrouver ce départ de cette Vendée Arctique Les Sables, n'hésitez pas à vous retrouver sur notre site internet France 3 Pays de la Loire. Que vous voyez, ça s'affiche pdl.france3.fr. Et puis, on va se retrouver bien évidemment dans quelques mois pour ce grand rendez-vous le 8 novembre prochain sur France Télévisions, le départ du Vendée Globe 2020. Et on le verra, plein de surprises évidemment. Un grand merci encore à vous.
Yann Eliès. Et puis suivez sur France Télévisions évidemment cette course Vendée Arctic Les Sables. Bye bye.